Mes parents ont acheté une maison à ma sœur. Puis m'ont tendu les papiers de l'hypothèque en disant « Tu as assez économisé. Il est temps que tu aies de la famille. » J'ai dit non. Ils m'ont poursuivi en justice pour 520 000 €, alors le juge a posé une seule question. Je m'appelle Camille, j'ai 34 ans, je suis analyste financière à Lyon et j'ai construit ma vie sur une planification minutieuse et un travail acharné. Ma relation avec ma famille a toujours été compliquée, surtout avec ma sœur cadette, Chloé. Mais rien ne m'avait préparé à cette soirée où mes parents, tout sourire, m'ont tendu les papiers du prêt immobilier pour la nouvelle maison de rêve de Chloé et ont prononcé ces mots qui ont tout changé, « Tu as assez économisé. Il est temps que tu aies de la famille. » J'étais loin de me douter que cela mènerait à un procès de 520 000 € intenté contre moi par mes propres parents. Ayant grandi en banlieue de Lyon, notre famille semblait parfaite vue de l'extérieur. Mes parents, Hélène et Robert Dubois, possédaient une modeste maison dans un bon secteur scolaire et nous ont élevés en nous rappelant constamment que la famille passe avant tout et que les Dubois restent soudés. Ce n'était pas de simples dictons chez nous. C'étaient des commandements gravés dans notre identité familiale. Dès mon plus jeune âge, la dynamique entre ma sœur Chloé et moi a été clairement établie. Chloé, de 6 ans ma cadette, était l'esprit créatif de la famille, artistique, spontané et constamment loué pour sa liberté de penser. Moi, en revanche, j'ai été étiqueté comme la responsable, la fille pratique, celle qui ferait toujours des choix sensés. Bien que cela puisse paraître un compliment, cela s'accompagnait d'attentes tacites qui ne feraient que s'alourdir au fil des ans. Quand j'avais 10 ans et Chloé 4, je me souviens d'avoir reçu un livret d'épargne pour mon anniversaire tandis que Chloé recevait un coûteux coffret de matériel d'art. Ma mère m'a expliqué que j'étais si doué avec l'argent et que j'apprécierais d'épargner pour l'avenir, tandis que Chloé avait besoin de débouchés créatifs pour ses talents spéciaux. Ce schéma s'est poursuivi tout au long de notre enfance. Je recevais des cadeaux pratiques qui mettaient l'accent sur la responsabilité, tandis que Chloé recevait des objets qui encourageaient son expression personnelle et ses passions. Au lycée, j'avais complètement intégré mon rôle. Pendant que les autres adolescents allaient à des fêtes, je travaillais à temps partiel à la bibliothèque locale, maintenais une moyenne générale parfaite et recherchais obsessionnellement des bourses d'études. Non pas que mes parents ne pouvaient pas aider pour l'université. Ils ont certainement aidé Chloé des années plus tard, mais parce que j'avais été conditionné à croire que l'autosuffisance était ma contribution particulière à la famille. Quand j'ai reçu une bourse partielle pour l'université de Lyon en commerce et finance, mes parents étaient fiers mais pas surpris. « On a toujours su que tu te débrouillerais », a dit mon père en me tapotant l'épaule. Je travaillais 20 heures par semaine à la librairie du campus et prenais des emplois d'été pour couvrir le reste des frais de scolarité et des dépenses. Pendant ce temps, mes parents mettaient de l'argent de côté pour le futur fonds d'études de Chloé, expliquant qu'elle pourrait avoir besoin de plus de soutien pour trouver sa voie. L'université a été pour moi une période d'indépendance. J'ai partagé un appartement avec 3 autres étudiantes pour économiser sur le loyer, cuisiner des repas économiques et j'ai quand même réussi à obtenir mon diplôme avec seulement des prêts étudiants minimes que j'ai remboursés en 3 ans de travail. J'ai choisi la finance non seulement parce que j'étais doué avec les chiffres, mais parce que je trouvais une réelle satisfaction à comprendre les systèmes monétaires et à aider à créer de la stabilité. Les années d'université de Chloé n'auraient pas pu être plus différentes. Elle a fréquenté une coûteuse école d'art dans une autre région, a changé de spécialisation 3 fois, a mis 5 ans pour obtenir son diplôme et a accumulé une dette étudiante substantielle que mes parents ont finalement remboursée parce que les carrières créatives mettent du temps à devenir rentables. Pendant que je vivais de pâtes instantanées et travaillais pendant les vacances, Chloé passait des semestres à l'étranger en Europe, trouvant son inspiration, et les étés à la maison dans la chambre d'amis fraîchement rénovée de nos parents. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai décroché un poste de débutante dans une société financière à Lyon. Le salaire n'était pas impressionnant, mais le potentiel de croissance était là. J'ai partagé un appartement avec Stéphanie, ma colocataire d'université devenue ma meilleure amie, et j'ai continué mes habitudes financières prudentes. Chaque mois, je mettais de l'argent de côté pour la retraite, une épargne de précaution et, finalement, un fonds pour l'apport de mon propre logement. Chloé a enchaîné diverses entreprises artistiques, photographie, poterie, graphisme, décoration d'intérieur, ne s'y tenant jamais assez longtemps pour se constituer un revenu stable. Quand sa voiture est tombée en panne, nos parents l'ont remplacée. Quand il a fallu verser la caution de son premier appartement, ils l'ont couverte. Quand sa petite entreprise de design a fait faillite après 8 mois, ils ont absorbé la dette. Chaque fois, cela était expliqué comme un investissement dans l'avenir de Chloé et un soutien jusqu'à ce qu'elle trouve sa véritable vocation. Lors des réunions de famille,
le contraste dans la manière dont nos vies étaient discutées devenait de plus en plus évident. Ma promotion au travail ou mes étapes d'épargne prudente étaient reconnues par de rapides félicitations avant que la conversation ne se tourne vers le dernier projet créatif ou les projets de voyage de Chloé. Camille va toujours bien, disait ma mère quand les parents demandaient de mes nouvelles. Mais Chloé a vraiment du mal à lancer son nouveau site de photographie. Les industries créatives sont si compétitives de nos jours. Quand j'ai eu 29 ans, après des années d'épargne disciplinée et de recherche minutieuse, j'ai acheté ma première propriété, un modeste appartement de 2 pièces dans un quartier en plein essor de Lyon. Ce n'était pas luxueux, mais c'était à moi, et j'en étais immensément fier. Lors de la petite pendaison de crémaillère que j'ai organisée, mon père a porté un toast à Camille, toujours la plus sensée. On ne s'inquiète jamais pour toi. C'était censé être un compliment, mais ça m'a piqué d'une manière que je ne pouvais pas tout à fait articuler. Puis, cette même année, Chloé, alors âgée de 23 ans, est retournée vivre dans la chambre d'amis de nos parents après une autre colocation ratée. Juste le temps que je me remette sur pied, a-t-elle expliqué. 2 ans plus tard, elle y était toujours, sans loyer, convertissant la moitié de l'espace en atelier pour sa nouvelle passion, les bijoux faits main. Mes parents ont rénové l'espace pour son entreprise, installant un éclairage spécial et des systèmes de rangement. Malgré ces déséquilibres, j'aimais ma famille. J'appelais mes parents chaque semaine, je leur rendais visite pour les fêtes et je maintenais une relation amicale avec Chloé. J'acceptais que nous soyons des personnes différentes avec des chemins différents. Je ressentais même une certaine fierté de mon indépendance, pensant que cela reflétait une force de caractère. Je n'aurais jamais imaginé que ma responsabilité financière serait un jour utilisée comme une arme contre moi ou que le favoritisme de mes parents se transformerait en quelque chose de si destructeur que cela déchirerait notre famille d'une manière qu'aucun de nous n'aurait pu anticiper. C'était un samedi soir frais d'octobre quand j'ai reçu le texto de ma mère, dîner de famille spécial demain à 17h. Ne sois pas en retard. Grande nouvelle à partager. Je me souviens avoir souri à mon téléphone, me demandant quelle pouvait être l'occasion. Peut-être que papa avait finalement décidé de prendre sa retraite, ou peut-être que Chloé avait décroché son premier gros client pour ses bijoux. J'ai répondu par une rapide confirmation et j'ai passé le reste de mon week-end à rattraper mon travail et à nettoyer mon appartement. Quand je suis arrivé à la maison de style traditionnel de mes parents le lendemain soir, quelque chose semblait différent. La table de la salle à manger était dressée avec la belle vaisselle, celle réservée pour Noël. Une bouteille de champagne cher refroidissait dans un seau à glace sur le buffet. Ma mère m'a accueilli avec une étreinte inhabituellement enthousiaste, les yeux pétillants d'excitation. Tout le monde est dans le salon, a-t-elle dit, me tirant presque à travers le couloir. Chloé a une nouvelle merveilleuse. Dans le salon, mon père versait des boissons tandis que Chloé était assise sur le canapé, vibrant littéralement d'excitation. Quand elle m'a vu, elle a sauté sur ses pieds et s'est précipitée vers moi, me saisissant les mains. « Camille, tu es enfin là » s'est-elle exclamée. Elle semblait plus heureuse que je ne l'avais vue depuis des années, les joues roses et les yeux brillants. « J'ai hâte de te le dire. »« Me dire quoi ?» ai-je demandé, sincèrement curieuse et emportée par leur enthousiasme. Mon père m'a tendu une coupe de champagne avec un sourire fier. « Asseyons-nous tous d'abord » a-t-il dit en désignant le canapé. C'est un grand moment pour notre famille. Une fois que nous étions tous assis, Chloé ne pouvait plus se contenir. « J'ai trouvé la maison de mes rêves » a-t-elle annoncé en tapant dans ses mains. Et je l'ai eue. Enfin, nous l'avons eue. Je vais être propriétaire. J'ai été momentanément stupéfaite. Chloé, qui n'avait jamais gardé un emploi plus de 8 mois, qui vivait encore sans loyer chez nos parents, avait réussi à obtenir un prêt immobilier. Cela n'avait aucun sens, mais j'ai mis ma confusion de côté pour la soutenir. C'est. Waouh, Chloé, félicitations. Où est-ce, ai-je demandé en prenant une gorgée de champagne. Elle s'est lancée dans une description exubérante d'une maison de caractère historique dans un quartier prisé, avec un atelier au 3e étage parfait pour son entreprise de bijoux, un Porsche qui fait le tour de la maison et des parquets d'origine. Pendant qu'elle parlait, j'ai senti un malaise grandissant. Le quartier qu'elle décrivait était l'un des plus chers de la région. Ça a l'air magnifique, ai-je dit prudemment. Comment as-tu? Je veux dire, ça a dû être difficile d'obtenir un prêt avec ton entreprise qui démarre à peine. Mes parents ont échangé un regard que je n'ai pas tout à fait réussi à interpréter. Mon père s'est raclé la gorge. Eh bien, c'est en fait pour ça que nous voulions organiser ce dîner spécial, a-t-il commencé.
Ta mère et moi avons aidé avec l'apport et nous nous sommes portés co-emprunteurs, mais... mais nous ne sommes pas en mesure de faire les mensualités, a poursuivi ma mère en douceur. Pas avec la retraite qui approche. Et c'est là que tu interviens, Camille. Mon père s'est levé et a récupéré un dossier sur le bureau dans le coin. Il me l'a tendu avec ce que je reconnais maintenant comme une désinvolture étudiée. Nous avons tout réglé, a-t-il dit alors que j'ouvrais le dossier pour y trouver les papiers d'un prêt immobilier de 520 000 euros. Tu feras les mensualités, qui s'élèvent à environ 2800 €, taxes et assurances comprises. Nous avons déjà vérifié tes finances et nous savons que tu peux te le permettre avec ton salaire et tes économies. J'ai levé les yeux des papiers, certaine que c'était une sorte de blague bizarre. Vous avez vérifié mes finances? Ta mère a croisé Amandine à l'épicerie, a expliqué mon père, faisant référence à ma conseillère financière. Elle a mentionné à quel point elle était impressionnée par ta discipline d'épargne. Et nous avons toujours su que tu étais doué avec l'argent. Tu as toujours été si responsable, a ajouté ma mère, me souriant comme si elle venait de me faire le plus grand des compliments. Et tu n'as pas les dépenses que Chloé a avec les frais de démarrage de son entreprise. Chloé a hoché la tête avec enthousiasme. En plus, tu as déjà ton propre logement. Je n'ai jamais eu ça. C'est ma chance d'avoir enfin de la stabilité. Je les ai regardés, essayant de comprendre ce qui se passait. Laissez-moi bien comprendre, ai-je dit lentement. Vous avez acheté une maison à Chloé. Et vous vous attendez à ce que je la paie? Entièrement? Pas acheté, a corrigé mon père. Co-emprunté. Mais oui, nous pensions que tu t'occuperais des paiements. Tu as beaucoup d'économies, pas d'enfants, et la famille doit s'entraider. C'est ce que nous vous avons toujours appris. Chloé a sauté sur l'occasion, soit inconsciente, soit ignorant délibérément mon choc. Je suis déjà en train de planifier les rénovations de la cuisine. Les placards sont tellement démodés, et j'ai besoin d'un meilleur éclairage pour la photographie de mes produits. Oh, et attends de voir le jardin, parfait pour recevoir des clients. Ma mère s'est penchée et m'a tapoté le genou. Nous savions que tu voudrais faire ça pour ta sœur. Tu as toujours été celle sur qui on peut compter. 520 000 €, plus du double du coût de mon modeste appartement. Un engagement financier qui drainerait mes économies et mettrait à rude épreuve mon budget mensuel pendant des décennies. Tout cela décidé sans ma connaissance ni mon consentement. Je ne peux pas simplement. J'ai eu du mal à trouver des mots qui ne sonneraient pas conflictuels. C'est un engagement énorme. J'aurais besoin de temps pour y réfléchir, pour examiner mes finances. L'expression de mon père s'est assombrie. À quoi y a-t-il à réfléchir? C'est pour la famille, pour ta sœur. Mais c'est plus d'un demi-million d'euros, ai-je dit, ma voix s'élevant légèrement malgré mes efforts pour rester calme. Ce n'est pas une petite faveur. C'est un engagement financier qui change une vie. Alors, tu es en train de dire que le bonheur de ta sœur n'en vaut pas la peine, a demandé ma mère, son ton sec de désapprobation. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Tout ce que vous avez fait pour moi, ai-je répété, sincèrement confuse. J'ai travaillé pendant mes études. J'ai payé mes propres frais de scolarité. J'ai économisé pour ma propre maison. Et qui t'a élevé? Nourri? T'as donné un foyer stable, a rétorqué mon père. Nous ne te demandons pas de donner de l'argent à Chloé. Nous te demandons de l'aider à s'établir comme tu t'es établi toi-même. Les yeux de Chloé se sont remplis de larmes. Je pensais que tu serais heureuse pour moi, Camille. C'est ma chance d'avoir enfin ce que tu as. Je me sentais piégée, prise en embuscade par les personnes en qui j'avais le plus confiance. Le champagne dans mon estomac menaçait de remonter. Je dois y aller, ai-je dit en me levant brusquement. Je ne peux pas prendre cette décision maintenant. J'ai besoin de réfléchir. Quelle décision, a demandé ma mère, incrédule. C'est déjà fait. Nous avons juste besoin que tu commences à faire les paiements le mois prochain. Je les ai regardés tous les trois, mes parents, confiants dans leur droit de disposer de mon avenir financier, Chloé décorant déjà mentalement une maison que j'étais apparemment censé payer, et j'ai senti quelque chose se briser en moi. Non, ai-je dit, le mot sortant avant que je puisse l'arrêter. Non, je ne peux pas faire ça. Je ne le ferai pas. La pièce est tombée dans le silence, puis a éclaté en chaos. Le visage de mon père a rougi de colère. Ma mère a commencé à énumérer toutes les façons dont j'étais égoïste, et Chloé a éclaté en sanglots théâtraux. J'ai attrapé mon sac à main et mes clés,
m'excusant même en reculant vers la porte, les larmes brouillant ma vision. Je suis désolé, ai-je dit, ma voix tremblante. Mais ce n'est pas juste. Je ne peux pas en parler maintenant. J'ai fui vers ma voiture et je suis parti avec leurs accusations résonnant encore dans mes oreilles, sans jamais imaginer que ce n'était que le début d'un cauchemar qui me coûterait bien plus que de l'argent. Les jours qui ont suivi ce dîner désastreux ont été un flou d'anxiété et de confusion. Mon téléphone vibrait constamment de messages de ma famille, chacun plus culpabilisant que le précédent. De ma mère, je n'aurais jamais pensé voir le jour où tu tournerais le dos à ta famille après tout ce que nous avons fait pour toi. De mon père, ta sœur est dévastée. C'est ce que tu voulais, briser ses rêves alors qu'ils étaient enfin à portée de main. De Chloé, merci d'avoir ruiné ma seule chance de stabilité. J'espère que ton appartement froid et vide te tiendra chaud la nuit. Je ne pouvais ni manger, ni dormir. Je ressassais le dîner dans ma tête, me demandant si j'avais manqué des signes, s'il y avait eu un moyen d'éviter la confrontation. Le poids de leur déception m'oppressait comme une force physique. Le mercredi, j'ai réalisé que j'avais besoin de conseils professionnels. J'ai appelé Amandine, ma conseillère financière, et j'ai pris un rendez-vous d'urgence pour l'après-midi même. Le bureau d'Amandine m'avait toujours semblé un sanctuaire de rationalité, avec ses lignes épurées et ses dossiers bien rangés. Alors que j'expliquais la situation, son expression est passée de la confusion à l'alarme. « Laissez-moi m'assurer que je comprends bien », dit-elle en se penchant sur son bureau. Vos parents veulent que vous assumiez la responsabilité financière d'un prêt immobilier de 520 000 € qui est à leur nom et à celui de votre sœur, sans que votre nom ne figure sur l'acte de propriété ou les documents de prêt. Quand j'ai hoché la tête, elle a secoué la sienne fermement. Camille, ce n'est pas seulement déconseillé, c'est potentiellement désastreux. Si vous faites des paiements sur un prêt qui n'est pas à votre nom, vous n'avez aucun droit légal sur la propriété. Votre sœur pourrait la vendre demain et vous n'auriez aucun recours pour récupérer l'argent que vous avez investi. C'est ma famille, dis-je faiblement. Il ne ferait pas ça. L'expression d'Amandine s'adoucit. Famille ou pas, cet arrangement vous mettrait dans un risque financier énorme. Et d'après ce que vous m'avez dit sur vos revenus et vos dépenses, assumer une mensualité de 2 800 € aurait un impact sévère sur votre propre stabilité financière et vos objectifs futurs. Elle a affiché mon profil financier sur son ordinateur. Vous avez travaillé incroyablement dur pour constituer votre fonds d'urgence et votre épargne retraite. Cet engagement anéantirait essentiellement votre capacité à épargner pour les prochaines années et pourrait vous forcer à puiser dans vos économies existantes en cas de dépenses imprévues. Alors que nous examinions les chiffres, le brouillard de la culpabilité a commencé à se dissiper, remplacé par un sentiment croissant d'indignation. Ce que ma famille demandait n'était pas seulement déraisonnable, c'était potentiellement ruineux. Ce soir-là, j'ai appelé Stéphanie, ma meilleure amie depuis l'université. Contrairement à Amandine, qui m'avait donné des conseils professionnels, Stéphanie m'a apporté ce dont j'avais désespérément besoin, une validation émotionnelle. « Tu plaisantes ?» s'est-elle exclamée après que j'ai raconté le dîner. « Ce n'est pas comme ça que la famille fonctionne, Camille. C'est comme ça que l'exploitation fonctionne. Tu n'as rien fait de mal en disant non à cette folie. » Mais ils sont tellement en colère, ai-je dit, recroquevillé sur mon canapé avec une tasse de thé qui avait refroidi depuis longtemps. Ma mère a appelé notre tante Patricia, qui a appelé pour me dire à quel point elle est déçue de mon égoïsme. Et mon cousin Michel m'a envoyé un texto disant que je devrais prendre mes responsabilités et faire ce qu'il faut. Ils mobilisent la famille contre toi parce qu'ils savent que leur demande est déraisonnable, a dit fermement Stéphanie. Si c'était vraiment une demande raisonnable, ils n'auraient pas besoin de te mettre la pression comme ça. Ces mots m'ont donné de la force, mais la pression familiale a continué de s'intensifier. Chloé a publié un message vague mais pointu sur les réseaux sociaux à propos des gens qui prétendent se soucier de vous mais vous abandonnent quand ça compte le plus, ce qui a suscité des réponses sympathiques de la part de parents et d'amis communs qui ne connaissaient pas toute l'histoire. Mon oncle Édouard, le frère de mon père, a appelé pour me raisonner, expliquant que c'est comme ça que la famille fonctionne. On se soutient les uns les autres. Quand j'ai essayé d'expliquer la réalité financière de ce qu'il demandait, il a balayé mes préoccupations d'un revers de main. « Tu as toujours été doué avec l'argent », a-t-il dit, faisant écho sans le savoir à la justification de mes parents. « Tu trouveras bien une solution. » Après une semaine de messages constants, d'appels et de membres de la famille envoyés en mission, mes parents ont lancé un ultimatum par email. Soit j'acceptais de faire les paiements hypothécaires, soit je ne serais plus la bienvenue aux réunions de famille. Nous ne pouvons pas avoir quelqu'un de si égoïste dans la famille, a écrit ma mère.
Cela donne un mauvais exemple aux enfants des cousins sur la loyauté familiale. Avec les conseils financiers d'Amandine et le soutien émotionnel de Stéphanie pour me soutenir, j'ai composé une réponse prudente et respectueuse. Maman et papa, je vous aime, toi et Chloé, et je veux le meilleur pour notre famille. Mais assumer une mensualité de près de 520 000 € pour une maison qui n'est pas la mienne n'est pas quelque chose que je peux faire de manière responsable. Cela mettrait en péril ma propre sécurité financière et mon avenir. Je suis heureuse de discuter des façons dont je pourrais aider Chloé dans la mesure de mes moyens, mais cet arrangement particulier n'est pas possible pour moi. J'espère que nous pourrons bientôt en parler et trouver une solution qui convienne à tout le monde. Je n'ai pas reçu de réponse. Au lieu de cela, 3 jours de silence ont suivi, si inhabituels pour ma famille habituellement réactive que j'ai commencé à espérer qu'ils reconsidéraient leur position. Peut-être consultaient-ils leur propre conseiller financier et réalisaient-ils le caractère déraisonnable de leur demande. Cet espoir a été anéanti quand j'ai ouvert ma porte le samedi matin pour trouver un coursier avec des documents juridiques. Mes parents me poursuivaient en justice pour 520 000 €, affirmant que j'avais verbalement accepté de payer le prêt de Chloé et que j'étais ensuite revenu sur mon engagement. Je me suis assise sur le sol de ma cuisine, les papiers juridiques éparpillés autour de moi, et j'ai eu ma première véritable crise de panique. Ma poitrine s'est contractée, ma vision s'est rétrécie à un point, et je haletais pour trouver un air qui semblait soudain trop rare pour me maintenir en vie. Ça ne pouvait pas arriver. Mes propres parents m'emmenaient au tribunal pour de l'argent que je n'avais jamais accepté de payer pour une maison que je ne posséderais jamais. Quand j'ai enfin pu respirer, j'ai appelé Stéphanie, qui est venue immédiatement avec des courses et est restée le week-end. On va trouver une solution, a-t-elle promis, m'aidant à organiser les documents juridiques dans un dossier. Ils ne peuvent pas gagner ça. Tu n'as jamais rien accepté. Mais en regardant l'assignation formelle avec son jargon juridique et son langage intimidant, je n'en étais pas si sûr. Mes parents avaient toujours été les figures d'autorité dans ma vie, ceux qui fixaient les règles et déterminaient ce qui était juste. Maintenant, ils utilisaient cette autorité, soutenue par le système juridique, pour forcer ma conformité. La trahison me touchait plus profondément que je n'aurais pu l'imaginer. C'étaient les personnes qui étaient censées me protéger, pas me traîner au tribunal. C'étaient les personnes qui devraient vouloir que je réussisse, pas drainer mes ressources pour financer les rêves de quelqu'un d'autre. Alors que la réalité de la situation s'imposait, la panique a cédé la place à un profond chagrin. Quelque chose de fondamental s'était brisé dans notre famille, et je n'étais pas sûr que cela puisse jamais être réparé. Le lundi matin, je me suis retrouvée assise dans la salle d'attente de Donovan et Associés, un petit cabinet d'avocats spécialisé dans les litiges familiaux et financiers. J'avais passé le dimanche à rechercher des avocats abordables, douloureusement consciente que les frais juridiques pèseraient encore plus sur mon budget soigneusement entretenu. Benjamin Alvarez, un jeune associé aux yeux bienveillants et à la manière directe, avait accepté de me rencontrer à la dernière minute. Donc, vos parents vous poursuivent pour 520 000 € sur la base d'un accord verbal que vous n'avez jamais conclu, a résumé Benjamin après que j'ai expliqué la situation. Et ils veulent cet argent pour payer le prêt de votre sœur pour une maison qui resterait à leur nom, pas au vôtre. Oui, ai-je confirmé, trouvant encore difficile de prononcer ces mots à voix haute. L'assignation dit que j'ai promis de subvenir aux besoins de logement de ma sœur puis ai malicieusement retiré ce soutien, causant une détresse financière et émotionnelle. Benjamin prenait des notes pendant que je parlais. Avez-vous une quelconque documentation de la conversation réelle? Des textos, des emails, quoi que ce soit montrant que vous n'avez jamais accepté cet arrangement? J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré l'échange de mes suites à l'ultimatum de mes parents où je déclarais clairement que ce n'était pas quelque chose que je pouvais accepter. C'était après qu'ils aient fait la demande, mais cela montre que je n'ai jamais consenti. Bien, a-t-il hoché la tête. Et des témoins. Quelqu'un d'autre était-il présent à ce dîner de famille? Juste mes parents et Chloé, ai-je dit, sentant une sensation de naufrage. Ce serait 3 contre 1 si cela se résumait à des témoignages. Benjamin a semblé lire dans mes pensées. Ne vous inquiétez pas, les contrats verbaux pour des montants aussi importants nécessitent généralement des preuves substantielles, et la charge de la preuve leur incombe. De plus, la nature de l'accord présumé est si inhabituelle et unilatérale que tout juge raisonnable serait sceptique. Nous avons discuté de sa provision sur honoraires et de son taux horaire, qui était encore important mais gérable si je puisais dans mon fonds d'urgence. En signant le contrat de représentation, j'ai ressenti un étrange mélange de soulagement et d'effroi, soulagement d'avoir un accompagnement professionnel,
effroi face à la réalité que j'étais maintenant officiellement dans une bataille juridique avec ma propre famille. La première étape sera une séance de médiation, a expliqué Benjamin. C'est requis par le tribunal avant de procéder à une audience complète. Parfois, ces litiges familiaux peuvent être résolus à ce stade sans aller plus loin. 2 semaines plus tard, nous nous sommes rencontrés dans une salle de conférence stérile au palais de justice. Mes parents sont arrivés avec leur avocat, Grégory Martin, un homme aux cheveux argentés avec un costume cher et un sourire condescendant. Chloé était notablement absente. « Où est Chloé ?» ai-je demandé alors que nous prenions place à la table. « Elle est trop bouleversée par ta trahison pour te faire face », a répondu froidement ma mère. C'était la première fois que nous nous parlions directement depuis le dîner. La médiatrice, une avocate nommée par le tribunal nommée Diane Jackson, a commencé par expliquer le processus et a souligné que la médiation était une opportunité de trouver une solution mutuellement acceptable sans le coût et le fardeau émotionnel d'une audience au tribunal. Maintenant, dit-elle, regardant entre nos deux parties, commençons par laisser chaque partie expliquer sa position. Grégory Martin a commencé, brossant un tableau de moi comme une fille ingrate qui avait bénéficié d'années de sacrifice parental, pour ensuite abandonner sa sœur dans le besoin. Les Dubois ont réhypothéqué leur propre maison pour aider à payer les études universitaires de mademoiselle Dubois, a-t-il affirmé en me désignant du doigt. Ils ont investi dans son avenir, s'attendant à ce qu'un jour elle rende l'appareil à sa sœur, qui a eu du mal à trouver sa voie professionnelle. J'ai halté face à ce mensonge flagrant. Ce n'est pas vrai. J'ai payé mes propres études avec des bourses et des emplois à temps partiel. Benjamin a posé une main apaisante sur mon bras. Nous aborderons cela, a-t-il murmuré avant de se tourner vers Martin. Maître Martin, nous serions intéressés de voir la documentation de cette prétendue réhypothèque et de ce soutien éducatif. Comme ma cliente le soutient, elle était financièrement indépendante tout au long de ses études. L'hésitation momentanée de Martin m'a tout dit. Il n'y avait pas de documentation parce que cela ne s'était jamais produit. Le soutien financier a pris de nombreuses formes, a-t-il repris en douceur. L'environnement familial stable qui a permis à mademoiselle Dubois de se concentrer sur ses études. Le soutien émotionnel pendant les périodes d'examen, les repas faits maison pendant les vacances. Donc, de l'éducation de base, a clarifié Benjamin, son ton neutre mais pointu. La médiatrice est intervenue. Concentrons-nous sur la question spécifique en jeu, l'accord présumé concernant les paiements du prêt. Mon père s'est penché en avant. Camille a clairement accepté d'aider sa sœur. Nous en avons discuté en famille, et elle a indiqué sa volonté de soutenir les besoins de logement de Chloé. Quand exactement ai-je accepté cela, ai-je demandé, incapable de me contenir. Était-ce avant ou après que vous m'ayez présenté les papiers d'un prêt pour une maison que vous aviez déjà achetée? La médiation a duré 3 heures tendues, mes parents présentant un récit qui ressemblait à peine à la réalité. Selon eux, il y avait eu des discussions continues sur mon soutien financier à Chloé, et le dîner n'était que la formalisation d'une entente que nous partagions tous depuis des années. Quand ce fut mon tour de parler, j'ai présenté des relevés bancaires montrant mon éducation autofinancée, l'épargne minutieuse qui m'avait permis d'acheter mon appartement, et l'échange de mai où je déclarais clairement que je ne pouvais pas accepter leur proposition de prêt. J'aime ma famille, ai-je conclu, luttant pour garder ma voie stable, et j'ai toujours été prête à aider dans la mesure de mes moyens. Mais je n'ai jamais accepté de prendre en charge une obligation financière de 520 000 € pour une maison qui ne serait pas la mienne. Ce n'est pas une aide raisonnable. C'est de la servitude financière. À la fin de la séance, il était clair qu'aucune résolution ne serait trouvée. Mes parents refusaient d'envisager tout compromis qui n'impliquait pas que je paie la totalité du montant du prêt. La médiatrice a pris des notes dans son dossier et nous a informé que l'affaire serait portée devant le tribunal, avec une audience prévue 6 semaines plus tard. Alors que nous rassemblions nos affaires pour partir, j'ai remarqué un épais dossier du côté de la table de mes parents intitulé « L'historique financier de Chloé ». Benjamin l'a vu aussi et a pris une note. Nous devrions demander une communication complète des pièces pendant la phase d'instruction, m'a-t-il dit alors que nous marchions vers le parking. Je soupçonne qu'il y a un schéma ici qui serait pertinent pour notre cas. Grâce à la communication des pièces, nous avons appris que la maison de Chloé n'était pas la première dépense majeure que mes parents avaient couverte pour elle. Il y avait des prêts étudiants totalisant 95 000 €, une entreprise de bijoux ratée qu'ils avaient financée à hauteur de 30 000 €, et une dette de carte de crédit de près de 45 000 € qu'ils avaient remboursée l'année dernière. Les documents ont révélé un schéma de facilitation financière qui rendait leurs attentes à mon égard encore plus déraisonnables. Le plus choquant,
c'est que nous avons découvert que Chloé avait déjà emménagé dans la maison et commencé des rénovations coûteuses, apparemment confiante que je finirais par céder à la pression familiale. Les relevés de cartes de crédit montraient des frais pour des appareils électroménagers haut de gamme, des armoires sur mesure et des luminaires de créateurs, le tout pour une maison qu'elle n'avait aucun moyen de payer elle-même. Pendant ce temps, le stress a eu des conséquences sur ma vie personnelle. Des amis communs semblaient choisir leur camp en se basant sur le récit de Chloé sur les réseaux sociaux, celui de l'abandon. Noël est arrivé et passé sans invitation à la réunion de famille, bien que Stéphanie et ses parents m'aient gentiment incluse dans la leur. Les vacances, autrefois un moment de connexion malgré les dynamiques compliquées de notre famille, sont devenues un autre rappel douloureux de ce qui avait été perdu. À l'approche de la date du procès, Benjamin m'a préparé à ce qui m'attendait. Soyez calme, soyez factuel et laissez-moi m'occuper des arguments juridiques, a-t-il conseillé. Le juge doit vous voir comme la partie raisonnable ici. Ce pourquoi il ne pouvait pas me préparer, c'était ce que je ressentirais en étant assise dans une salle d'audience en face de ma famille, en les regardant tordre la vérité de notre histoire commune, pour me peindre comme la méchante dans une histoire où j'avais seulement essayé de me protéger de l'exploitation financière. Le palais de justice était un imposant bâtiment en pierre qui m'avait intimidé bien avant que je n'aie de raison d'y entrer en tant que défendresse. Maintenant, alors que Benjamin et moi montions les larges marches vers l'entrée, mon estomac se tordait dans un mélange nauséabond d'anxiété et de chagrin. Souvenez-vous de ce dont nous avons discuté, dit doucement Benjamin alors que nous approchions de la salle d'audience. Répondez seulement à ce qui est demandé. Restez calme et faites confiance au processus. À l'intérieur, la salle d'audience était plus petite que ce que j'avais imaginé d'après les séries judiciaires télévisées, mais non moins intimidante. Des lambris en bois poli tapissaient les murs, et le banc du juge se dressait surélevé à l'avant de la salle. Mes parents et Grégory Martin étaient déjà assis à la table des demandeurs. Chloé, à ma surprise, était présente aujourd'hui, assise directement derrière eux au premier rang des spectateurs. Aucun d'eux n'a regardé dans ma direction lorsque nous sommes entrés. La juge Éléonore Martinez, une femme dans la soixantaine avec des yeux perspicaces et une attitude sans fioriture, a ouvert la séance précisément à 9 heures. Après les procédures préliminaires, Grégory Martin a présenté la déclaration liminaire pour le cas de mes parents. Votre honneur, il s'agit d'un simple cas de promesse non tenue, a-t-il commencé, sa voix résonnant d'une autorité exercée. Robert et Hélène Dubois ont toujours soutenu leurs deux filles de manière égale, faisant des sacrifices pour assurer leur réussite dans la vie. Lorsque leur plus jeune fille, Chloé, a enfin trouvé la stabilité grâce à l'accession à la propriété, sa sœur, Camille, a verbalement accepté d'aider avec les paiements du prêt, sachant que ses parents approchaient de la retraite. Sur la base de cette promesse, les Dubois ont procédé à l'achat. Le refus ultérieur de Camille d'honorer son engagement a causé des difficultés financières importantes et une détresse familiale. La déclaration liminaire de Benjamin était concise et directe. Votre honneur, aucune promesse de ce genre n'a jamais été faite. Mademoiselle Dubois a été mise devant un fait accompli, un prêt déjà contracté au nom de ses parents et de sa sœur, et a subi des pressions pour assumer la responsabilité financière d'un prêt de 520 000 € sur une propriété sur laquelle elle n'aurait aucun droit légal. Lorsqu'elle a raisonnablement refusé cette demande extraordinaire, elle a été poursuivie en justice par ses propres parents. Les preuves montreront que ce procès est une tentative de contraindre Mademoiselle Dubois à financer le style de vie de sa sœur, poursuivant un schéma de facilitation financière qui a caractérisé les dynamiques familiales pendant des années. Alors que Martin appelait mon père comme premier témoin, je l'ai observé avec de nouveaux yeux. L'homme qui m'avait appris à faire du vélo et vérifier sous mon lit pour les monstres, était maintenant assis à la barre des témoins, prêt à témoigner contre moi pour avoir refusé de me ruiner pour le bien de ma sœur. Monsieur Dubois, a commencé Martin, veuillez décrire la conversation concernant l'achat de la maison de votre fille Chloé. Mon père a ajusté ses lunettes, un geste que j'avais vu d'innombrables fois à la table du dîner. Nous avons toujours aidé nos deux filles de manière égale, a-t-il commencé, une déclaration si fondamentalement fausse que j'ai dû enfoncer mes ongles dans mes paumes pour rester silencieuse. Camille a eu la chance d'avoir une bonne tête pour les finances et de s'établir tôt. Chloé avait besoin de plus de soutien pour trouver sa voie. Quand Chloé a trouvé cette maison qui lui donnerait de la stabilité et de l'espace pour son entreprise, nous en avons discuté en famille. Camille a indiqué qu'elle aiderait avec les paiements. Elle a dit, je veux que Chloé ait les mêmes opportunités que j'ai eues. Je n'avais jamais rien dit de tel. La fabrication était si flagrante que je me suis tourné vers Benjamin, choqué. Il a griffonné quelque chose sur son bloc-notes. Ils sont désespérés. Cela nous aide.
Le témoignage de ma mère a suivi un récit similaire de sacrifice parental et de ma prétendue empressement à contribuer financièrement à l'achat de la maison de Chloé. Elle a ajouté des embellissements sur la façon dont ils avaient lourdement investi dans mon éducation et le début de ma carrière, des affirmations directement contredites par les dossiers financiers que nous avions soumis au tribunal. Puis est venu le témoignage de Chloé, qui s'est avéré étonnamment révélateur. Sous l'interrogatoire prudent de Martin, elle a maintenu la ligne familiale sur mon soutien promis. Mais lorsque Benjamin l'a contre-interrogée sur les rénovations qu'elle avait déjà entreprises dans la maison, son sang-froid a vacillé. La cuisine devait être entièrement refaite, a-t-elle expliqué, une pointe de défense dans la voix. Les appareils étaient anciens, et les placards étaient de ce horrible chêne des années 90. J'avais besoin d'un espace qui reflète mon esthétique en tant qu'artiste. Et combien avez-vous dépensé pour ces rénovations jusqu'à présent, a demandé Benjamin. Chloé a jeté un regard nerveux à nos parents. Je ne suis pas sûr exactement. Peut-être 20 000 euros. C'est un investissement dans la propriété. Un investissement utilisant quel fonds, mademoiselle Dubois? Selon vos déclarations financières, votre entreprise de bijoux a généré moins de 5 000 euros de revenus l'année dernière. Le visage de Chloé a rougi. Maman et papa ont aidé pour une partie, et j'en ai mis une partie sur des cartes de crédit. Les mêmes cartes de crédit que vos parents ont remboursées l'année dernière à hauteur de 45 000 euros. Objection, a interjeté Martin. Pertinence. J'établis un schéma de dépendance financière qui est directement lié à la situation actuelle, a rétorqué Benjamin. La juge Martinez a réfléchi un instant. Je l'autorise. Le témoin répondra. La réponse de Chloé était révélatrice. Ils m'ont aidé parce que c'est ce que fait la famille. Camille est la seule à refuser d'aider la famille. Quand ce fut mon tour de témoigner, je me suis concentré sur le maintien d'une voie stable malgré les émotions qui menaçaient de me submerger. J'ai expliqué mon parcours financier, les bourses et les emplois qui avaient financé mon éducation, l'épargne minutieuse qui m'avait permis d'acheter mon modeste appartement. Avez-vous, à un moment quelconque, accepté de payer le prêt de votre sœur, a demandé Benjamin. Non, je ne l'ai pas fait, ai-je déclaré fermement. J'ai été choqué quand mes parents m'ont présenté les papiers du prêt. Il n'y avait eu aucune discussion préalable à ce sujet. Quand j'ai exprimé mon inquiétude quant aux implications financières, ils se sont mis en colère et m'ont accusé d'être égoïste. Le contre-interrogatoire de Martin a tenté de me dépeindre comme froide et calculatrice, quelqu'un qui avait bénéficié du soutien familial pour ensuite le refuser quand on en avait besoin. Mais quand il m'a pressé sur des exemples spécifiques d'aide financière de mes parents, j'ai pu réfuter chaque affirmation avec des preuves documentées. Puis est venu le moment qui allait finalement décider de l'affaire. La juge Martinez, qui avait pris des notes tout au long des témoignages, a levé les yeux et s'est adressée directement à moi. Mademoiselle Dubois, dit-elle, sa voix traversant la tension de la salle d'audience. J'ai une question à laquelle je veux que vous répondiez clairement et honnêtement. Avez-vous, à un moment quelconque, accepté de payer ce prêt? J'ai soutenu son regard. Non, votre honneur. On m'a présenté des papiers que je n'ai jamais accepté de signer. Depuis les sièges des spectateurs, Chloé a soudainement éclaté. Ce n'est pas juste. Tu as l'argent. Tu sais que j'ai besoin de cette maison pour que mon entreprise réussisse. J'ai déjà dépensé des milliers d'euros pour l'atelier et l'éclairage sur mesure. La juge Martinez a frappé vivement de son marteau. Mademoiselle Dubois, maîtrisez-vous ou vous serez expulsée de ma salle d'audience. L'éclat semblait confirmer ce que les documents financiers avaient déjà suggéré. Chloé avait procédé à des rénovations coûteuses en partant du principe que je serais finalement forcé de les payer. Après les plaidoiries finales des deux avocats, la juge Martinez a annoncé qu'elle prendrait une brève suspension avant de rendre sa décision. Ces 30 minutes dans le couloir à l'extérieur de la salle d'audience ont été parmi les plus longues de ma vie. Benjamin a tenté de me préparer à l'une ou l'autre issue, mais nous savions tous les deux que, quelle que soit la décision juridique, ma relation avec ma famille avait été fondamentalement altérée par leur volonté de me traîner en justice. Lorsque nous nous sommes réunis, la juge Martinez n'a pas mâché ses mots. Ce tribunal ne trouve aucune preuve d'un contrat verbal ou d'un accord de la défenderesse pour payer le prêt des demandeurs, a-t-elle déclaré. La demande des demandeurs est rejetée. De plus, compte tenu de la nature frivole de ce procès et de la tentative apparente d'utiliser le système judiciaire pour contraindre à un soutien financier, le tribunal ordonne aux demandeurs de payer les frais de justice raisonnables de la défenderesse. Le marteau est tombé avec un bruit sec et décisif, et c'était fini.
J'avais gagné le procès. Mais en regardant mes parents et Chloé sortir en trombe de la salle d'audience sans même un regard dans ma direction, je savais que le véritable coût de cette victoire ne pouvait pas être mesuré en euros. La victoire juridique a apporté un étrange mélange de soulagement et de vide. Alors que Benjamin et moi sortions du palais de justice, il m'a félicité avec un sourire compatissant. La décision de la juge était sans équivoque, a-t-il dit. Il n'avait aucune chance. Mais je comprends que pour vous, il ne s'agit pas seulement de l'issue juridique. Il avait raison. En marchant seul vers ma voiture, je ne ressentais aucun triomphe, seulement une douleur sourde là où les liens familiaux auraient dû se trouver. Mon téléphone est resté silencieux. Pas d'appel ou de texto de mes parents ou de Chloé reconnaissant la décision du tribunal ou suggérant un chemin à suivre pour notre relation. Les premières semaines après le procès, j'ai traversé la vie dans un brouillard d'incrédulité. J'allais au travail, payais mes factures, entretenais mon appartement, mais le poids émotionnel de la fracture familiale affectait tout. Le sommeil est devenu insaisissable. Mon appétit a diminué, et la concentration au travail exigeait un effort herculéen. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est comment la famille élargie se diviserait le long des lignes de bataille. Tante Patricia, la sœur de ma mère, qui m'avait initialement appelé pour me réprimander pour mon égoïsme, a repris contact avec un changement de cœur surprenant. J'ai parlé avec Benjamin, a-t-elle expliqué lors d'un appel inattendu. Il m'a aidé à comprendre ce qui s'est réellement passé. Je n'avais aucune idée qu'il te demandait de payer l'intégralité du prêt. Ce n'est pas raisonnable, Camille. Je veux que tu saches que je te soutiens. Ces mots ont été un baume pour mon esprit blessé. Mais d'autres parents n'étaient pas aussi compréhensifs. Mon cousin Michel a publié un message cinglant sur les réseaux sociaux sur les traîtres de la famille qui se cachent derrière des technicalités juridiques, indiquant clairement de quel côté de la barrière il se tenait. Oncle Édouard a complètement cessé de me parler. Par le biais des rumeurs familiales, j'ai appris que mes parents et Chloé faisaient face à une dure réalité financière après la décision du tribunal. Sans ma contribution financière, ils ne pouvaient pas se permettre les mensualités de la maison. Ils étaient contraints soit de continuer à faire des paiements qu'ils ne pouvaient pas soutenir, soit de faire face à une saisie. Puis sont venus les messages anonymes, des textos de numéros inconnus me traitant d'égoïste. Des emails suggérant que je regretterais ma décision. Même une note manuscrite dans ma boîte aux lettres disant simplement « La famille se souvient de la trahison ». Je ne pouvais pas prouver qui les envoyait, mais le moment et le contenu laissaient peu de doute qu'ils provenaient de quelqu'un de mon cercle familial. L'anxiété que ces messages ont déclenchée m'a finalement poussé à chercher une aide professionnelle. Le docteur Laurence Hiver, une thérapeute spécialisée dans les traumatismes familiaux, m'a aidé à comprendre les schémas dysfonctionnels qui avaient caractérisé mes relations familiales pendant des années. Ce que vous décrivez ressemble à une vie de parentification émotionnelle, a-t-elle expliqué lors de notre 3e séance. On vous a attribué le rôle de la responsable et on s'attendait à ce que vous preniez en charge les besoins émotionnels et maintenant financiers de votre sœur, tandis que vos propres besoins étaient minimisés ou ignorés. Au fil des semaines de thérapie, j'ai commencé à voir comment les attentes de ma famille avaient façonné ma perception de moi-même et mes comportements. Le message constant que ma valeur résidait dans le fait d'être responsable et fiable m'avait amené à donner la priorité aux besoins des autres avant les miens pendant la majeure partie de ma vie. Dire non à la demande de prêt n'était pas seulement une limite financière. C'était ma première véritable affirmation que mes besoins comptaient aussi. Établir des limites avec la famille est l'une des formes les plus difficiles de soin de soi, m'a dit le docteur Hiver, surtout lorsque ces limites remettent en question des rôles familiaux établis de longue date et des attentes. La saison des fêtes approchait, apportant avec elle une nouvelle vague de chagrin. Pour la première fois de ma vie, j'ai fait face à Noël sans tradition ni liens familiaux. Stéphanie m'a invité à me joindre à sa réunion de famille, tout comme quelques collègues qui avaient remarqué mon attitude réservée au travail. J'ai décliné, ne voulant pas m'immiscer dans les célébrations familiales des autres alors que mes propres blessures étaient encore si vives. Au lieu de cela, j'ai passé la veille de Noël seul dans mon appartement, me permettant de ressentir pleinement la perte plutôt que de la masquer avec une joie de fête empruntée. J'ai pleuré pour la famille que j'avais perdue, pour les relations qui pourraient ne jamais guérir, et pour la petite fille qui avait travaillé si dur pour obtenir une approbation qui était toujours juste hors de portée. Le matin de Noël a apporté un coup inattendu à ma porte. Tante Patricia se tenait là, tenant un petit paquet emballé. « Je ne pouvais pas supporter l'idée que tu sois seule aujourd'hui », a-t-elle dit simplement. Autour d'un café à ma table de cuisine, elle a partagé des aperçus de ma famille qui ont mis les événements récents dans un contexte plus large. Ta mère et ton grand-père avaient une dynamique similaire, a-t-elle révélé.
Il a toujours favorisé ton oncle Jacques, le créatif. Tandis qu'on attendait de ta mère qu'elle soit pratique et autosuffisante. Elle répète le schéma sans même s'en rendre compte. Patricia a également confié qu'elle avait eu son propre conflit avec mes parents des années auparavant, lorsqu'ils l'avaient pressée de leur prêter de l'argent pour l'une des premières entreprises de Chloé. Quand j'ai dit non, ils ne m'ont pas parlé pendant presque un an, a-t-elle dit. Ils ont fini par revenir, mais les choses n'ont jamais été tout à fait les mêmes. J'aurais dû te parler de ça avant que tout cela n'arrive. Peut-être que ça t'aurait aidé à te sentir moins seul. Sa visite a fourni non seulement de la compagnie, mais aussi la validation que le problème n'était pas mon manque de volonté d'aider, mais les attentes inappropriées et les tactiques manipulatrices de ma famille. Début février, près de 3 mois après le procès, j'ai reçu un texto de Chloé. La maison est en vente. Merci beaucoup. C'était la première communication directe d'un membre de ma famille immédiate depuis le palais de justice. Je n'ai pas répondu immédiatement, prenant le temps de discuter avec le docteur Hiver de la manière dont je voulais gérer cette potentielle ouverture à la communication. Quand j'ai finalement répondu, je suis resté simple. Je suis désolé que les choses n'aient pas fonctionné avec la maison. J'espère que tu vas bien. La réponse de Chloé est venue rapidement. Ne fais pas semblant de t'en soucier maintenant. Si tu t'en souciais, tu aurais aidé quand ça comptait. Cet échange a révélé que malgré la décision du tribunal, Chloé me voyait toujours comme la méchante de son histoire, la sœur égoïste qui aurait pu aider mais a choisi de ne pas le faire. Il n'y avait aucune reconnaissance que la demande initiale avait été déraisonnable. Aucune reconnaissance de son rôle dans le conflit familial. Pourtant, quelque chose dans sa prise de contact, aussi hostile soit-elle, suggérait une fissure infime dans sa certitude. Elle avait initié le contact alors qu'elle aurait pu maintenir le silence. Peut-être qu'avec le temps, cette fissure pourrait s'élargir suffisamment pour permettre une conversation honnête. Mes parents sont restés complètement silencieux. Par tante Patricia, j'ai appris qu'ils avaient vendu leur propre maison et déménagé dans un appartement plus petit, utilisant les fonds propres pour couvrir les pertes de la maison de Chloé et les frais de justice. Chloé avait réemménagé avec eux temporairement tout en cherchant un appartement qu'elle pouvait se permettre avec ses revenus limités. La structure familiale avait été définitivement modifiée. Les rassemblements traditionnels qui avaient ponctué nos années Noël, les barbecues d'été se sont poursuivis sans moi, selon les publications sur les réseaux sociaux que je ne pouvais m'empêcher de voir. Sur les photos de famille, mon absence était un trou visible, un espace vide où j'aurais dû me tenir. Pourtant, à l'arrivée du printemps, apportant sa promesse de renouveau, j'ai commencé à reconnaître que cette rupture douloureuse m'avait forcé à construire quelque chose de précieux, une vie définie par mes propres choix plutôt que par les attentes familiales, des amitiés basées sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation, et surtout, la certitude que je pouvais rester ferme sur mes limites même lorsque cela me coûtait cher. 6 mois après le procès, je me tenais sur le balcon de mon appartement, regardant le coucher de soleil d'été peindre l'horizon de Lyon dans des tons d'or et de rose. La douce brise du soir portait le parfum de mon jardin d'herbes aromatiques fraîchement plantées basilic, menthe et romarin dans des pots en terre cuite, un petit acte pour planter mes racines dans ce qui ressemblait enfin vraiment à mon propre espace. Le chemin vers ce moment de paix avait été ardu. Le choc initial de l'éloignement familial avait cédé la place au chagrin, puis à la colère, puis progressivement à une acceptation tranquille que certaines relations ne peuvent être forcées à devenir saines. Grâce à des séances hebdomadaires avec le docteur Hiver, j'avais appris à reconnaître les schémas dysfonctionnels qui avaient façonné nos dynamiques familiales et à libérer la culpabilité qui m'avait initialement tourmenté. Guérir ne signifie pas toujours se réconcilier, m'avait dit le docteur Hiver lors d'une séance particulièrement difficile. Parfois, cela signifie accepter que la relation que vous vouliez n'est pas possible avec les personnes que vous avez. Ces mots avaient été difficiles à accepter, mais ils m'ont libéré pour me concentrer sur la construction de liens qui me nourrissaient plutôt que de m'épuiser. J'ai rejoint un groupe de soutien pour adultes vivant un éloignement familial où j'ai trouvé une communauté avec d'autres personnes naviguant sur des terrains douloureux similaires. La validation d'entendre d'autres partager des histoires qui faisaient écho à la mienne a aidé à dissiper la peur persistante que j'avais en quelque sorte causé cette rupture par ma propre déficience. Ma décision de maintenir un contact minimal avec mes parents avait été difficile mais nécessaire pour mon bien-être. J'avais envoyé un email soigneusement formulé exprimant mon ouverture à reconstruire notre relation sur des bases plus saines, mais en précisant que je n'accepterais pas la responsabilité pour avoir protégé mes limites financières. La réponse avait été un accusé de réception laconique sans aborder aucun des problèmes sous-jacents, pas la réconciliation que j'avais espérée, mais au moins pas une porte complètement fermée. Par tante Patricia,
qui était devenue une alliée inattendue et une source de connexion familiale, j'ai appris que la maison avait bien été vendue à perte, forçant mes parents à absorber le coût financier. Chloé avait emménagé dans un modeste appartement et, faisant face à la réalité financière pour peut-être la première fois, avait pris un emploi dans une bijouterie locale pour compléter son entreprise encore en difficulté. Dans un développement surprenant, Chloé m'avait contacté directement à la fin du printemps avec un message qui, bien que n'étant pas une excuse, suggérait un changement de perspective. J'ai trouvé un appartement que je peux vraiment me permettre. Il est petit, mais il répond à mes besoins. J'apprends à vivre selon mes moyens. J'avais répondu avec un encouragement sincère, et bien que nos échanges soient restés prudents et peu fréquents, ils ne portaient plus le ton hostile de nos communications antérieures. Ce n'était ni le pardon ni la réconciliation, mais c'était un pont fragile là où auparavant il n'y avait qu'un gouffre. Mes parents, cependant, ont continué à maintenir leur position selon laquelle j'avais manqué à mes devoirs envers la famille. Ils ont refusé de reconnaître le caractère déraisonnable de leur demande initiale ou les dommages causés en traînant leur propre fille en justice. Tante Patricia a gentiment suggéré que leur fierté les empêchait d'admettre une erreur de jugement aussi fondamentale. Certaines personnes préfèrent perdre une relation plutôt que de perdre la face, avait-elle dit lors de l'un de nos brunchs du dimanche désormais réguliers. Cela ne veut pas dire qu'ils ne t'aiment pas. Cela signifie qu'ils ne savent pas comment aimer sans contrôler. Avec les frais de justice accordés par le juge enfin payés et plus aucun enchevêtrement financier avec ma famille, j'ai pris une décision qui symbolisait ma libération émotionnelle. J'ai réservé un voyage de 2 semaines en Italie, un rêve que j'avais économisé depuis l'université, mais que j'avais toujours reporté au profit de choix financiers plus pratiques. En marchant dans les rues ensoleillées de Florence, en savourant des pâtes authentiques dans les trattorias romaines et en regardant le coucher de soleil sur la lagune de Venise, j'ai ressenti un profond sentiment de reprise en main du récit de ma vie. C'était mon argent, gagné par mon travail, dépensé pour mes rêves, non détourné pour subventionner les choix impraticables de quelqu'un d'autre. À mon retour, ressourcé et avec une nouvelle perspective, j'ai fait un autre changement significatif. Pendant des années, ma vie sociale avait été limitée par les exigences du travail et l'énergie consacrée à naviguer dans les dynamiques familiales. Maintenant, j'acceptais des invitations que j'aurais auparavant déclinées, j'ai rejoint un club de lecture et j'ai même essayé des cours d'escalade sur les encouragements de Stéphanie. C'est lors d'un événement de collecte de fonds pour un programme local d'alphabétisation que j'ai rencontré Marc, un ingénieur en architecture aux yeux bienveillants et à la manière réfléchie. Notre conversation a coulé facilement des livres au voyage en passant par notre amour commun pour les bâtiments historiques. Quand j'ai mentionné mon voyage en Italie, il a écouté avec un intérêt sincère plutôt qu'avec le léger jugement auquel j'étais habitué de la part de ma famille concernant les dépenses frivoles. Après plusieurs rendez-vous, je me suis retrouvé à partager l'histoire du procès familial, un test décisif en quelque sorte pour toute relation potentielle. La réponse de Marc a été validante sans être moralisatrice. Tu as protégé tes limites. Cela demande un courage énorme, surtout avec la famille. Alors que l'été se transformait en automne, ma vie avait trouvé un nouveau rythme. Le travail restait exigeant mais épanouissant. Les amitiés se sont approfondies avec ceux qui m'avaient soutenu pendant la crise. Ma relation avec Marc progressait lentement mais sûrement, construite sur le respect mutuel et une communication claire sur les attentes, y compris financières. Le changement le plus profond, cependant, était interne. La culpabilité et le doute de soi qui m'avaient initialement tourmenté avaient cédé la place à une confiance tranquille en mon droit de déterminer mes propres limites financières et émotionnelles. Je ne mesurais plus ma valeur à mon utilité pour les autres ou à ma volonté de sacrifier mon propre bien-être. En thérapie, nous avions commencé à aborder non seulement le traumatisme familial immédiat, mais aussi les schémas sous-jacents qui m'avaient rendu vulnérable à l'exploitation en premier lieu. La relation la plus importante que vous aurez jamais est avec vous-même, me rappelait souvent le docteur Hiver. Quand celle-ci est saine, toutes vos autres relations en bénéficient. Un soir frais d'octobre, presque exactement un an après ce dîner de famille fatidique, j'ai reçu un petit paquet par la poste. À l'intérieur se trouvait un bracelet en argent fait main avec un simple symbole de l'infini et un mot. Fait par moi-même. Sans condition. Chloé. Ce n'était pas une excuse explicite, mais c'était une branche d'olivier, offerte librement sans attente ni exigence. Je l'ai portée à notre premier déjeuner d'essai la semaine suivante. Une conversation brève mais civile qui ressemblait au premier pas sur un très long chemin vers un nouveau type de relation. Mes parents sont restés distants, leur fierté empêchant toujours la reconnaissance qui rendrait la réconciliation possible.
j'en étais venu à accepter qu'ils ne reconnaîtraient peut-être jamais les dommages que leurs actions avaient causés ou l'injustice de leurs attentes. Cette acceptation, bien que douloureuse, faisait partie de ma guérison, reconnaissant que je ne pouvais pas contrôler leurs réponses, seulement les miennes. La leçon la plus précieuse a émergé de cette année difficile. La vraie famille, qu'elle soit biologique ou choisie, soutient votre croissance plutôt qu'elle n'exploite votre succès. Le véritable amour veut le meilleur pour l'autre personne, pas seulement ce qui peut en être extrait. Et parfois, les relations familiales les plus saines incluent une distance réfléchie et des limites clairement articulées. Les limites financières, avais-je appris, n'étaient pas seulement des préoccupations pratiques, mais aussi émotionnelles et psychologiques. L'argent dans les familles est rarement une simple question d'euros et de centimes. C'est une question de pouvoir, de validation et d'attente souvent tacite. En restant ferme sur mes limites financières, j'avais finalement protégé non seulement mon compte en banque, mais aussi mon estime de soi et mon autonomie. Alors que je regarde vers l'avenir maintenant, je le fais avec une sagesse durement acquise. La douleur de la fracture familiale demeure, mais elle coexiste avec la paix de savoir que j'ai tenu bon avec intégrité. J'ai construit une vie qui reflète mes valeurs plutôt que les attentes des autres, entouré de personnes qui respectent mes limites plutôt que de les contester. La chose la plus précieuse que j'ai sauvée à travers cette épreuve n'était pas mon argent, mais mon respect de moi-même.